Famille cruelle, j'ai gagné 70 millions à la loterie en secret quand ils l'ont su. Ils l'ont change. À 72 ans, je regardais mes enfants fouiller dans mes affaires comme des vautours, pensant que je ne pouvais plus les entendre depuis ma chambre. Marie, ma fille aînée, tenait une liasse de papier en murmurant à son frère Paul. Si elle meurt cette semaine, on aura tout réglé avant que quelqu'un pose des questions. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais gagné 70 millions d'euros à la loterie 6 mois plus tôt et qu'ils venaient de signer leur arrêt de mort financier. Mon nom est Claudette Moreau, et pendant 50 ans, j'ai cru que ma famille m'aimait. J'ai travaillé comme ouvrière dans une usine textile de Lyon, mes mains se sont usées sur les machines pour que mes enfants puissent aller à l'université. J'ai économisé chaque centime, refusé chaque plaisir, pour leur offrir une vie meilleure que la mienne. Mon mari Robert était parti quand les enfants étaient encore petits, me laissant seule avec 3 bouches à nourrir et un crédit immobilier qui semblait interminable. Mais ce soir-là, étendue dans mon lit d'hôpital après ma chute dans les escaliers, une chute qui n'était pas si accidentelle que cela, comme je l'apprendrais bientôt, j'écoutais mes propres enfants planifier ma succession comme si j'étais déjà morte. Paul parlait de vendre immédiatement la maison familiale, celle pour laquelle j'avais tant sacrifié. Marie évoquait les formalités administratives qu'il avait déjà préparées. Et mon beau-frère Georges, le frère de mon défunt mari, ricanait en disant qu'il aurait dû agir plus tôt. Ce qui me brisait le cœur, c'était d'entendre mon petit-fils Lucas, que j'avais élevé comme mon propre fils quand ma fille était trop occupée par sa carrière, approuver leur plan d'une voix froide que je ne lui connaissais pas. À 18 ans, il parlait déjà comme un homme d'affaires calculateur, évoquant les parts d'héritage et les optimisations fiscales. Comment en étions-nous arrivés là? La vérité était plus cruelle que tout ce que j'aurais pu imaginer. Pendant des décennies, ma famille avait nourri une rancœur silencieuse contre moi, et tout cela à cause d'une décision que j'avais prise il y a 30 ans. Georges avait voulu que je vende la maison familiale pour financer ses projets d'investissement immobilier prétendument révolutionnaires. J'avais refusé, préférant garder le seul toit stable que mes enfants avaient jamais connu. Cette décision avait été le début de leur haine cachée. Ils pensaient que j'étais devenue un fardeau, une vieille femme diminuée qui ne comprenait plus le monde moderne. Ils se trompaient lourdement. Car 6 mois plus tôt, en achetant mes cigarettes à l'épicerie du coin comme chaque mardi, j'avais pris un billet de loterie. Un simple euro, une habitude que j'avais gardée depuis mes 20 ans. Et ce billet avait changé ma vie pour toujours. Quand j'avais découvert que j'avais gagné 70 millions d'euros, ma première réaction avait été la joie pure. Enfin, je pourrais offrir à ma famille tout ce qu'elle méritait, payer les études de mon petit-fils dans la meilleure école, acheter une belle maison à Marie, aider Paul à monter son entreprise. J'imaginais leurs visages illuminés de bonheur, leurs remerciements, leurs embrassades. Quelle naïve j'étais. Au lieu de leur annoncer immédiatement, j'avais voulu organiser une surprise parfaite. J'avais contacté discrètement un notaire pour gérer l'argent, ouvert des comptes spéciaux, planifié des cadeaux somptueux. Pendant 3 semaines, j'avais vécu dans un rêve éveillé, imaginant les sourires de mes enfants quand je leur révélerais la nouvelle lors du repas dominical traditionnel. Mais quelque chose d'étrange s'était produit. Plus j'observais ma famille en sachant que j'allais bientôt les rendre riches, plus je remarquais des détails troublants dans leur comportement. Les regards qu'ils échangeaient quand ils pensaient que je ne les voyais pas. Les conversations téléphoniques qui s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans une pièce. Les sourires forcés qui ne montaient jamais jusqu'aux yeux. Un jour, en rangeant la chambre de Lucas, j'avais trouvé une vieille tablette qu'il avait oubliée. Curieuse, je l'avais allumée pour voir s'il y avait des photos de famille. Ce que j'y avais découvert avait bouleversé ma vie à jamais. Des messages entre lui et Marie, des conversations où il parlait de moi comme d'un obstacle à éliminer, d'un poids mort qui les empêchait d'hériter rapidement. Le message qui m'avait le plus marqué venait de ma propre fille. Avec l'âge qu'elle a, on peut espérer qu'elle ne traîne plus longtemps. Papa aurait été d'accord, il disait toujours qu'elle était trop têtue pour son propre bien. Dans une autre conversation, Paul suggérait des moyens d'accélérer les choses naturellement. Et Georges, toujours Georges, proposait des solutions plus directes. Cette nuit-là, j'avais pleuré jusqu'à l'aube. Pas seulement à cause de la trahison, mais parce que je réalisais à quel point j'avais été aveugle. Tous ces signes que j'avais ignorés, toutes ces fois où j'avais excusé leur froideur en me disant qu'ils étaient simplement occupés par leur vie d'adulte. La vérité était qu'ils attendaient ma mort avec impatience. Mais ma famille avait fait une erreur fatale, ils sous-estimaient Claudette Moreau.
La petite ouvrière de 72 ans qu'il voyait comme une proie facile avait survécu à 50 ans de dur labeur, élevé 3 enfants seuls, et gardé sa maison malgré toutes les difficultés. Cette même femme venait de devenir l'une des personnes les plus riches de France, et elle n'avait pas l'intention de mourir dans l'anonymat. C'est alors que j'avais commencé à élaborer mon plan. Pas un plan de vengeance aveugle et destructrice, mais une leçon de justice froide et calculée. Si ma famille voulait jouer avec la mort et l'argent, j'allais leur donner une masterclass dans ces deux domaines. Ils allaient apprendre ce que signifiait vraiment le respect, et le prix à payer quand on trahit quelqu'un qui vous a tout donné. Ma première décision avait été de garder le secret absolu sur ma fortune. S'ils voulaient me voir comme une vieille femme faible et sans ressources, je leur donnerais exactement cette image. En surface, je resterais la même Claudette, inquiète pour l'argent, économe jusqu'à l'excès, dépendante de leur aide occasionnelle. Mais en secret, j'étais devenue l'une des femmes les plus puissantes de la région, et j'allais utiliser cette puissance pour leur enseigner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Les semaines suivantes avaient été une période d'observation intense. J'avais commencé à noter méticuleusement chaque interaction, chaque mensonge, chaque marque de faux respect. Marie qui me promettait de passer me voir plus souvent tout en annulant nos rendez-vous au dernier moment. Paul qui parlait de m'emmener en voyage alors qu'il planifiait déjà de vendre mes meubles. Lucas qui me demandait de l'argent pour ses études tout en rigolant avec ses amis de mes économies ridicules. Le point de bascule était arrivé quand j'avais découvert qu'il avait déjà commencé à agir concrètement. Georges avait contacté une maison de retraite pour évaluer les coûts d'une admission rapide. Marie avait pris rendez-vous avec un médecin pour faire évaluer mes capacités mentales. Et le pire de tout, Lucas avait appris à imiter ma signature et s'entraînait sur de vieux papiers pour pouvoir falsifier des documents officiels. Cette découverte m'avait fait comprendre que le temps pressait. Il n'attendait plus ma mort naturelle, il la précipitait activement. C'est à ce moment-là que j'avais décidé de passer à l'action. Mais pas n'importe comment. Ma vengeance serait méthodique, légale, et si parfaitement orchestrée qu'il ne pourrait jamais prouver ma culpabilité, même en connaissant la vérité. J'avais commencé par étudier leurs faiblesses individuelles. Marie était obsédée par son image sociale et terrifiée à l'idée que ses collègues découvrent ses problèmes familiaux. Paul était endetté jusqu'au cou à cause de ses investissements risqués et cherchait désespérément une solution rapide. Georges était cupide et impulsif, toujours prêt à saisir une opportunité financière sans réfléchir aux conséquences. Et Lucas, mon pauvre Lucas, était influençable et égoïste, prêt à trahir n'importe qui pour de l'argent. Le plan qui avait germé dans mon esprit était d'une simplicité diabolique. Puisqu'il aimait tant l'argent et les loteries, j'allais leur offrir exactement ce qu'ils désiraient. Une chance de gagner gros, mais à un prix qu'ils ne pourraient jamais imaginer. Et pour cela, j'avais besoin de l'aide d'un professionnel. Maître Dubois était un notaire de la vieille école, quelqu'un qui croyait encore à la justice et au respect des personnes âgées. Quand je lui avais expliqué ma situation et montré les preuves de la trahison de ma famille, il avait été horrifié. Non seulement il avait accepté de m'aider, mais il avait proposé des améliorations à mon plan qui le rendaient parfaitement légal et imparable. Notre première étape avait été de créer une fausse société de loterie, parfaitement enregistrée et légale, mais contrôlée entièrement par nous. Cette société allait organiser un tirage spécial, exclusif, pour lequel ma famille recevrait des billets gagnants. Mais pour toucher leurs gains, ils devraient remplir certaines conditions particulières devant notaire. Pendant ce temps, j'avais discrètement fait installer des caméras dans ma maison. Officiellement pour ma sécurité, officieusement pour enregistrer tout ce que ma famille dirait et ferait en pensant être à l'abri des regards. Ces enregistrements allaient devenir la pièce maîtresse de ma stratégie. L'appât était maintenant en place. Il ne me restait plus qu'à attendre que mes chers enfants mordent à l'hameçon. Et connaissant leur cupidité, je savais que l'attente ne serait pas longue. Les signes avant-coureurs étaient de plus en plus évidents. Marie avait commencé à parler de rénovations coûteuses dans sa maison, comme si elle savait qu'elle aurait bientôt les moyens de les financer. Paul avait quitté son emploi, prétendant vouloir se consacrer à plein temps à ses projets entrepreneuriaux. Et Georges s'était acheté une nouvelle voiture, payée cash selon le vendeur que j'avais discrètement contacté. Mais le plus troublant était le changement dans l'attitude de Lucas. Mon petit-fils, qui me demandait encore de l'argent de poche il y a 6 mois, arborait maintenant des vêtements de marque et parlait d'investir en bourse.
Quand je lui avais demandé d'où venait cet argent, il m'avait dit qu'il avait trouvé un job d'été bien payé. Le problème, c'est que nous étions en février, et qu'aucune entreprise de la région n'embauchait d'étudiants à cette période. La vérité m'était apparue par accident, comme souvent les plus grandes révélations. En voulant utiliser mon ordinateur pour vérifier mes comptes bancaires, oui, j'avais appris à naviguer sur Internet, contrairement à ce qu'il pensait, j'avais découvert que Lucas avait utilisé ma connexion pour accéder à mes comptes. Il avait réussi à pirater mes mots de passe et suivait mes transactions depuis des mois. Pire encore, il avait commencé à effectuer de petits virements vers ses comptes, en espérant que je ne remarquerais pas. 100 € par-ci, 50 par-là, des sommes assez petites pour passer inaperçues dans le budget d'une personne âgée d'Istirette. Mais moi, j'avais toujours eu l'œil sur mes finances, et ces irrégularités m'avaient sauté aux yeux immédiatement. C'est à ce moment-là que j'avais réalisé l'ampleur de leur trahison. Non seulement ils planifiaient ma mort, mais ils avaient déjà commencé à voler mon argent. Mon propre petit-fils, que j'avais bercé, nourri, aimé comme un fils, me volait avec la froideur d'un parfait étranger. Cette découverte avait été le déclencheur final de ma transformation. La Claudette naïve et aimante était morte ce jour-là. À sa place était née une femme déterminée à obtenir justice, quoi qu'il en coûte. Et la justice, dans ce cas, passerait par une démonstration éclatante de ce qui arrive quand on sous-estime une vieille dame française qui a survécu à tout. Mon plan était maintenant prêt. Tous les éléments étaient en place, toutes les preuves rassemblées, tous les pièges tendus. Il ne me restait plus qu'à appuyer sur le détonateur et à regarder ma famille se détruire elle-même, poussée par sa propre cupidité. Car la beauté de ma vengeance résidait dans le fait qu'ils seraient leur propre bourreau. L'heure de la révélation approchait, et j'avoue que j'éprouvais une excitation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Après tant de sacrifices, tant d'humiliations silencieuses, tant de faux sourires, j'allais enfin montrer à ma famille qui était vraiment Claudette Moreau. Et ils allaient regretter amèrement de m'avoir sous-estimé. Le moment était venu de sortir de l'ombre et de reprendre le contrôle de ma vie. Ma famille pensait me connaître, mais ils allaient découvrir qu'ils ne savaient rien de la femme qu'il avait côtoyée pendant toutes ces années. La vraie Claudette allait enfin se révéler, et le spectacle promettait d'être mémorable. 3 semaines après avoir finalisé mes préparatifs, j'avais commencé la phase active de mon plan. Le premier élément était d'installer discrètement un système de surveillance complet dans ma maison. Officiellement, c'était pour ma sécurité personnelle après ma récente chute dans les escaliers. En réalité, je voulais capturer chaque mot, chaque geste de ma famille quand ils pensaient être à l'abri des regards. L'installation avait été réalisée par une entreprise de sécurité que j'avais payée en liquide, sans laisser de traces. Les techniciens pensaient avoir affaire à une vieille dame paranoïaque qui avait peur des cambrioleurs. Ils n'imaginaient pas qu'il installait les instruments de la chute spectaculaire d'une famille entière. Les premiers enregistrements avaient dépassé mes pires craintes. Marie et Paul s'étaient retrouvés dans ma cuisine un mercredi après-midi, pensant que j'étais chez le médecin. Leur conversation, capturée en haute définition, révélait un niveau de cynisme qui m'avait glacé jusqu'aux os. Ma fille parlait de moi comme d'un animal malade qu'il fallait abattre par compassion. Mon fils calculait froidement le montant de l'héritage et les économies d'impôts qu'il pourrait réaliser. Mais le pire était encore à venir. Georges était arrivé en fin d'après-midi avec une proposition qui m'avait fait comprendre à quel point la situation était devenue dangereuse. Il suggérait d'organiser un accident domestique qui paraîtrait parfaitement naturel. Une chute dans la baignoire, un malaise cardiaque provoqué par un stress soudain, ou même un cambriolage qui tournerait mal. Mes propres enfants hochaient la tête en évaluant les mérites de chaque option. L'enregistrement le plus révélateur était celui où Lucas expliquait comment il avait appris à imiter ma signature en s'entraînant sur de vieux papiers de famille. Il montrait fièrement à ses oncles et sa mère comment il pouvait maintenant signer n'importe quel document à ma place. Ils riaient tous, comme si voler une vieille dame était un jeu amusant plutôt qu'un crime passible de prison. Ces preuves étaient accablantes, mais je ne voulais pas simplement les faire arrêter. Une condamnation pénale, aussi justifiée soit-elle, n'aurait pas l'impact dévastateur que je recherchais. Je voulais qu'ils subissent une humiliation publique totale, une chute sociale et financière dont ils ne se relèveraient jamais. Pour cela, j'avais besoin qu'ils se condamnent eux-mêmes, publiquement et irrémédiablement. C'est là que Maître Dubois avait proposé l'idée géniale de la fausse loterie.
Non seulement cette stratégie était parfaitement légale, mais elle retournait contre leur propre cupidité. Ils allaient être si aveuglés par l'appât du gain qu'ils ne verraient pas le piège se refermer sur eux jusqu'au dernier moment. Nous avions créé la Loterie Spéciale Héritage de France, une société parfaitement enregistrée qui organisait des tirages exclusifs pour les familles ayant des problèmes de succession. L'idée était crédible, de nombreuses personnes âgées participent à des loteries en espérant laisser plus d'argent à leurs enfants. Notre société proposait l'inverse, permettre aux héritiers de gagner de l'argent de leur vivant, avec l'accord du parent âgé. Le génie du plan résidait dans les conditions pour toucher les gains. Selon notre règlement, parfaitement légal, les gagnants devaient se présenter devant notaire avec tous les membres de leur famille et signer une déclaration d'intention concernant l'usage prévu de l'argent. Cette déclaration devait détailler leur motivation réelle, leur plan financier, et surtout, leur relation avec le parent âgé qui avait initialement acheté le billet. Pour rendre le piège encore plus irrésistible, nous avions fixé le gain à exactement 68 millions d'euros. Un montant colossal qui ferait tourner toutes les têtes, mais légèrement inférieur à ma vraie fortune pour éviter les coïncidences trop évidentes. De plus, les gagnants avaient seulement 48 heures pour se présenter devant notaire, créant une urgence qui les empêcherait de réfléchir trop longtemps aux conditions. Le jour J était arrivé un lundi matin de mars, quand le facteur avait livré 4 enveloppes identiques à Marie, Paul, Georges et Lucas. Chaque enveloppe contenait un billet de loterie apparemment gagnant, accompagné d'une lettre officielle les informant de leur incroyable chance. Selon la lettre, leur grand-mère ou belle-mère Claudette avait acheté ces billets en famille quelques mois plus tôt, et le tirage venait de révéler leur victoire. J'avais regardé par ma fenêtre Marie recevoir son enveloppe et l'ouvrir avec curiosité. Son visage était passé de la perplexité à l'incrédulité totale, puis à une joie frénétique. Elle avait immédiatement appelé Paul, puis Georges, puis Lucas. En moins d'une heure, toute ma famille débarquait chez moi avec leurs billets, me demandant si j'avais vraiment acheté ces billets en leur nom. Ma performance d'actrice avait été parfaite. J'avais joué la vieille dame confuse qui ne se souvenait plus très bien, puis progressivement rassurée quand il m'avait montré les billets. Oui, c'était possible que j'aie acheté ces billets lors de ma dernière visite en ville. Non, je ne me souvenais plus des numéros exacts, mais les dates correspondaient. Et surtout, j'étais si heureuse qu'il ait gagné, car maintenant il pourrait s'occuper de moi convenablement. Leur réaction avait été révélatrice. Aucun d'eux n'avait montré la moindre joie à l'idée de mieux s'occuper de moi. Au contraire, ils échangeaient des regards entendus, calculant déjà comment se débarrasser de cette obligation. Marie avait même murmuré à Paul qu'avec cet argent, il pourrait me payer la meilleure maison de retraite de la région. Le rendez-vous chez le notaire était fixé pour le mercredi suivant à 14 heures. Maître Dubois les avait prévenus qu'ils devaient tous être présents, y compris moi en tant qu'acheteuse initiale des billets, et que la procédure prendrait plusieurs heures car il fallait s'assurer que tout était parfaitement légal. Cette exigence de ma présence les avait légèrement inquiétés, mais la perspective de 68 millions d'euros avait rapidement balayé leurs scrupules. Les 2 jours d'attente avaient été fascinants à observer. Ma famille était dans un état d'excitation à peine contenu, faisant déjà des plans grandioses pour leur nouvelle fortune. Paul parlait d'acheter un château en Dordogne. Marie évoquait des voyages de luxe autour du monde. Georges voulait investir dans l'immobilier à Monaco. Et Lucas rêvait d'une collection de voitures de sport. Mais le plus intéressant était de voir comment ils planifiaient de se débarrasser de moi une fois l'argent en leur possession. Ils ne savaient pas que leur conversation était enregistrée, et leur cynisme atteignait des sommets inouïs. Marie suggérait de m'offrir un voyage en croisière, en espérant qu'un problème de santé survienne en haute mer. Paul proposait de me faire admettre dans une clinique spécialisée pour un bilan de santé complet qui pourrait révéler des problèmes nécessitant une hospitalisation prolongée. Le mercredi matin, ils étaient tous arrivés chez moi habillés comme pour un mariage. Costumes sombres, robes élégantes, sourires forcés. Ils m'avaient aidé à me préparer avec une sollicitude inhabituelle, me complimentant sur ma tenue et me répétant combien ils étaient heureux de cette chance inespérée. Si je n'avais pas connu la vérité, j'aurais presque pu croire à leur sincérité. Le trajet vers l'étude de Maître Dubois s'était déroulé dans une atmosphère tendue. Mes chers enfants tentaient de masquer leur impatience derrière des conversations banales, mais je sentais leur excitation vibrer dans l'habitacle de la voiture. Ils étaient si près du but qu'il en tremblait presque.
Dans quelques heures, il serait riche, et je serais devenu un problème mineur qu'il pourrait régler discrètement. Arrivé à l'étude notariale, nous avions été accueillis par Maître Dubois dans son bureau lambrissé, une pièce imposante qui respirait la respectabilité et la tradition juridique. Le notaire avait joué son rôle à la perfection, expliquant longuement les procédures, vérifiant l'identité de chacun, s'assurant que tous comprenaient bien les enjeux. Ma famille buvait ses paroles, hypnotisée par la proximité de la fortune. Puis était venu le moment crucial. Maître Dubois avait expliqué que, selon la réglementation spéciale de cette loterie, chaque bénéficiaire devait faire une déclaration enregistrée expliquant ses intentions concernant l'usage de l'argent et sa relation avec la personne âgée qui avait acheté les billets. Cette déclaration était obligatoire pour valider le gain et devait être parfaitement honnête sous peine de nullité. Marie avait été la première à parler. Face à la caméra officielle, elle avait commencé par des banalités convenues sur l'amour familial et la gratitude. Mais progressivement, encouragée par les questions apparemment innocentes du notaire, elle s'était laissée aller à révéler ses vrais sentiments. Elle avait expliqué combien il était difficile de s'occuper d'une mère âgée, combien mes demandes étaient parfois excessives, et combien cet argent permettrait enfin de me placer dans une institution spécialisée où je serais mieux soignée. Paul avait été encore plus direct. Il avait parlé des sacrifices financiers que ma vieillesse imposait à la famille, des coûts médicaux qui ne cessaient d'augmenter, et de la nécessité de prévoir une solution définitive à long terme. Selon lui, cet argent était providentiel car il permettrait de financer mes soins jusqu'à la fin tout en préservant l'héritage familial pour les générations futures. Georges avait dépassé toutes mes attentes. Son avidité naturelle, stimulée par l'imminence du gain, l'avait poussé à révéler des détails compromettants sur leur plan. Il avait évoqué les contacts qu'il avait déjà pris avec des maisons de retraite, les médecins qui pourraient certifier mon état mental diminué, et même les dispositions qu'il avait prises pour gérer mes biens en cas d'incapacité. Son cynisme était si flagrant que Maître Dubois avait eu du mal à garder son expression neutre. Mais c'est Lucas qui m'avait brisé le cœur définitivement. Mon petit-fils, assis face à la caméra avec un aplomb stupéfiant, avait expliqué comment sa génération ne pouvait pas se permettre d'attendre un héritage traditionnel. Il avait parlé de moi comme d'un investissement familial qui avait fait son temps, et de la nécessité de rentabiliser les années de soins prodigués. Sa froideur calculatrice m'avait fait comprendre que l'enfant que j'avais aimé n'existait plus depuis longtemps. Le plus terrible était leur sincérité. Ils ne mentaient pas, ils ne jouaient pas la comédie. Ils exprimaient leurs vrais sentiments, leurs vraies intentions, avec une honnêteté brutale qui révélait la profondeur de leur mépris pour moi. Face à la perspective de tant d'argent, ils avaient laissé tomber tous les masques et montré leur vrai visage. Une fois toutes les déclarations enregistrées et les papiers signés, Maître Dubois avait annoncé qu'il y avait une dernière formalité. Selon la procédure spéciale de cette loterie, la personne âgée qui avait acheté les billets devait également faire une déclaration, expliquant pourquoi elle avait voulu faire ce cadeau à sa famille et ce qu'elle pensait de leurs intentions. C'est alors que j'étais entré en scène. Face à la caméra, avec ma famille qui me regardait avec des sourires encourageants, j'avais commencé ma propre déclaration. Mais contrairement à ce qu'il attendait, je n'avais pas parlé d'amour et de générosité. J'avais révélé la vérité sur ma fortune personnelle, sur ma découverte de leur plan, et sur la véritable nature de cette loterie. Leur effondrement avait été spectaculaire. Paul était devenu livide, Marie avait commencé à balbutier des excuses incohérentes, Georges s'était mis en colère en accusant le notaire de complot, et Lucas avait fondu en larmes en réalisant l'ampleur de sa trahison. Mais il était trop tard. Leur confession était enregistrée, signée, et parfaitement légale. Maître Dubois leur avait alors expliqué qu'il venait de participer à une procédure parfaitement légale, mais que la loterie elle-même était fictive. Il n'y avait pas de 68 millions d'euros à gagner. En revanche, il y avait 70 millions d'euros bien réels sur mes comptes bancaires, et leur déclaration venait de démontrer qu'ils ne toucheraient jamais un centime. La révélation de ma vraie fortune avait eu l'effet d'un coup de massue. Ils réalisaient soudain qu'ils venaient de se priver volontairement de l'héritage le plus colossal de l'histoire familiale. Leur confession publique avait détruit toute possibilité de réconciliation, et leur plan avoué contre moi constituait des preuves accablantes de leur indignité. Mais ce n'était que le début de leur chute.
Car j'avais prévu que cette humiliation ne serait que la première étape d'une vengeance parfaitement orchestrée qui allait transformer leur victoire espérée en catastrophe totale. La suite des événements s'était déroulée avec la précision d'un mécanisme d'horlogerie suisse. Maître Dubois avait informé ma famille qu'il avait 48 heures pour quitter les lieux, faute de quoi la vidéo de leur confession serait rendue publique. Cette menace les avait plongés dans un état de panique totale, mais mes plans allaient bien au-delà de ce simple chantage. Le lendemain matin, Georges avait reçu la visite inattendue des services fiscaux. Une dénonciation anonyme, accompagnée de documents comptables détaillés, révélait ses fraudes fiscales des 10 dernières années. Ces documents, que j'avais patiemment collectés en fouillant dans ses papiers lors de mes visites familiales, prouvaient qu'il avait dissimulé des revenus substantiels et utilisé des sociétés écrans pour échapper à l'impôt. L'enquête fiscale avait rapidement mis au jour un système complexe d'évasion qui impliquait non seulement Georges, mais aussi plusieurs de ses associés. Les redressements réclamés se montaient à plus de 2 millions d'euros, avec des pénalités qui rendaient sa situation financière désespérée. Son arrestation pour fraude fiscale aggravée avait fait la une des journaux locaux, détruisant sa réputation d'homme d'affaires respecté. Marie avait subi un traitement différent mais tout aussi dévastateur. En tant que comptable dans un cabinet réputé, elle gérait les comptes de plusieurs clients fortunés. J'avais découvert qu'elle détournait discrètement de petites sommes de leurs comptes pour financer son train de vie. Ces détournements, étalés sur plusieurs années, représentaient un montant considérable. Mes preuves, transmises anonymement à son employeur et aux clients concernés, avaient déclenché un audit interne qui avait rapidement confirmé ces malversations. Non seulement Marie avait été licenciée pour faute grave, mais elle faisait maintenant face à des poursuites pénales pour abus de confiance. Sa carrière était terminée, et sa réputation dans le milieu professionnel était irrémédiablement ternie. Paul avait découvert le lendemain que ses comptes bancaires étaient gelés suite à une plainte pour escroquerie déposée par un de ses anciens investisseurs. Cette plainte n'était pas de mon fait, mais j'avais discrètement orienté la victime vers un avocat particulièrement compétent en lui fournissant des éléments de preuve que Paul pensait avoir bien cachés. L'enquête avait révélé que ces projets d'investissement immobilier étaient en réalité un système de Ponzi déguisé, où les gains des premiers investisseurs étaient payés avec l'argent des nouveaux. Quand le système s'était effondré, plusieurs familles avaient perdu leurs économies, et Paul se retrouvait maintenant poursuivi pour escroquerie en bande organisée. Mais mon coup de maître concernait Lucas. Mon petit-fils avait utilisé ses talents informatiques pour pirater mes comptes bancaires et effectuer des virements frauduleux. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais conservé toutes les traces de ces intrusions, avec l'aide d'un expert en sécurité informatique que j'avais discrètement consulté. Ces preuves, transmises à la police, avaient déclenché une enquête pour fraude informatique et vol. À 18 ans, Lucas risquait maintenant une peine de prison ferme pour ses crimes cybernétiques. Son avenir universitaire était compromis, et sa réputation de jeune homme prometteur était définitivement ruinée. Pendant que ma famille subissait cette série de catastrophes, je savourais ma vengeance depuis mon salon, confortablement installé dans mon fauteuil préféré. Chaque coup de téléphone paniqué qu'ils s'échangeaient était capturé par mon système de surveillance, me permettant de suivre en temps réel leur effondrement psychologique. Mais la cerise sur le gâteau était encore à venir. J'avais prévu une dernière humiliation publique qui marquerait définitivement la fin de leur respectabilité sociale. Le restaurant Les Trois Chênes était le lieu de rendez-vous hebdomadaire de toute la bourgeoisie locale. Y organiser un dîner familial était un événement social important, et j'avais réservé la salle principale pour un dimanche soir. J'avais invité ma famille à ce dîner de réconciliation, prétextant vouloir réparer les dommages causés par notre récent malentendu. Affaiblis par leurs déboires judiciaires et financiers, ils avaient accepté cette invitation comme une bouée de sauvetage. Ils espéraient sans doute me convaincre de leur pardonner et de partager finalement ma fortune avec eux. Le soir du dîner, toute la bonne société de la région était présente au restaurant. J'avais discrètement fait passer le mot que j'avais une annonce importante à faire concernant ma famille. Une curiosité avait fait le reste, et la salle était bondée de notables, de commerçants, et de personnalités locales. Ma famille était arrivée habillée sobrement, arborant des mines contrites qui me faisaient presque pitié. Ils s'attendaient à un dîner familial traditionnel, suivi peut-être d'une discussion privée sur notre réconciliation. Ils ne se doutaient pas que ce serait le dernier acte de leur tragédie publique. Après le plat principal, je m'étais levé pour porter un toast.
Toute la salle s'était tue, attendant mes paroles avec attention. C'est alors que j'avais fait un signe discret au serveur, qui avait actionné l'écran géant installé pour l'occasion. La vidéo de leur confession chez le notaire avait commencé à se diffuser dans toute la salle. Le silence qui avait suivi était assourdissant. Tous les convives regardaient avec fascination mes enfants expliquer froidement leur mépris pour moi et leur plan pour se débarrasser de moi. Leur visage à l'écran, leur voix claire et leurs intentions avouées créaient un contraste saisissant avec leur attitude actuelle de faux repentir. La réaction de l'assistance avait été immédiate et unanime. Des murmures d'indignation avaient parcouru la salle, suivis de regards de mépris dirigés vers ma famille. Ces gens respectables, qui côtoyaient mes enfants depuis des années, découvraient leur vraie nature avec horreur. Plus jamais ils ne pourraient les regarder avec le même respect. Marie avait tenté de quitter la salle, mais tous les regards la suivaient, et sa fuite n'avait fait qu'aggraver son humiliation. Paul s'était effondré sur sa chaise, réalisant que sa réputation était définitivement ruinée. Georges avait essayé de protester, accusant la vidéo d'être truquée, mais personne ne l'écoutait. Et Lucas pleurait silencieusement, comprenant que sa jeunesse ne l'excuserait pas aux yeux de cette assemblée. Quand la vidéo s'était terminée, je m'étais levé calmement et j'avais annoncé ma décision finale. Ma fortune de 70 millions d'euros serait entièrement léguée à des associations caritatives qui s'occupent des personnes âgées maltraitées par leur famille. Cette donation serait faite sous le nom de mes enfants et petits-fils, garantissant que leur honte serait perpétuée à travers les générations. Puis j'étais sorti du restaurant sans un mot de plus, laissant ma famille face au regard horrifié de toute la société locale. Derrière moi, j'entendais les murmures de condamnation qui allaient se transformer en ragots, puis en légendes urbaines. L'histoire de la famille Moreau deviendrait un exemple de ce qui arrive quand on trahit ceux qui nous ont tout donné. Les semaines qui avaient suivi avaient confirmé le succès total de ma vengeance. Georges avait été condamné à 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale. Marie avait perdu son emploi et fait face à un procès pour abus de confiance. Paul était en faillite personnelle et poursuivi par plusieurs victimes de ses escroqueries. Et Lucas, malgré son jeune âge, avait été condamné à de la prison avec sursis et à des dommages et intérêts qu'il mettrait des années à rembourser. Mais au-delà des conséquences légales, c'était leur exclusion sociale qui constituait la vraie punition. Plus aucun commerçant ne leur faisait crédit, plus aucun employeur ne voulait les embaucher, plus aucun voisin ne les saluait dans la rue. Ils étaient devenus les parias de leur propre ville, marqués à vie par leur trahison publiquement révélée. Aujourd'hui, installé dans ma nouvelle maison sur la côte des Azurs, je savoure ma victoire en regardant la mer depuis ma terrasse. J'ai 73 ans, je suis en excellente santé, et je possède encore une fortune considérable après avoir honoré mes donations caritatives. Ma nouvelle vie a commencé le jour où j'ai décidé de ne plus être une victime. Mes anciens enfants tentent encore parfois de me contacter, espérant un pardon qui ne viendra jamais. Leurs lettres d'excuses arrivent régulièrement, pleines de regrets tardifs et de promesses de changement. Mais il est trop tard pour les remords. Ils ont choisi leur camp quand ils pensaient que j'étais faible et vulnérable. Maintenant qu'ils connaissent ma force, leur repentir sonne faux. La vraie leçon de cette histoire n'est pas la vengeance, mais la dignité retrouvée. Pendant trop d'années, j'avais accepté d'être traité comme un fardeau par ceux que j'avais élevés et aimés. En reprenant le contrôle de ma vie et de ma fortune, j'ai retrouvé le respect de moi-même que j'avais perdu depuis longtemps. Aujourd'hui, je finance des maisons de retraite qui traitent les personnes âgées avec dignité et respect. Je soutiens des associations qui luttent contre la maltraitance familiale. Et je vis enfin pour moi-même, entouré de vrais amis qui m'apprécient pour ce que je suis, et non pour ce qu'ils peuvent obtenir de moi. Car la véritable victoire n'était pas de détruire ma famille ingrate, mais de construire une nouvelle vie où personne ne pourrait plus jamais me traiter comme une moins que rien. À 73 ans, je recommence à zéro, et c'est la plus belle des revanches sur ceux qui pensaient que ma vie était finie. Ma famille a appris à leurs dépens qu'on ne trahit pas impunément une femme qui a survécu à tout ce que la vie peut offrir de difficultés. Ils pensaient connaître Claudette Moreau, mais ils n'avaient rencontré que la façade que je leur montrais. La vraie Claudette, celle qui refuse de se laisser marcher dessus, ils l'ont découverte trop tard. Parfois, le soir, quand je regarde les étoiles depuis ma terrasse méditerranéenne, je pense à cette période sombre où je croyais que ma propre famille m'aimait. Cette naïveté me semble aujourd'hui appartenir à une autre vie, une autre femme.
La Claudette d'aujourd'hui ne ferait plus jamais confiance aveuglément, ne se sacrifierait plus pour des ingrats, et ne tolérerait plus le moindre manque de respect. Cette transformation n'est pas de la dureté, c'est de la sagesse. J'ai appris qu'aimer sa famille ne signifie pas accepter d'en être la victime. Que donner sans compter ne garantit pas d'être aimé en retour. Et que parfois, la plus grande preuve d'amour qu'on puisse se donner à soi-même, c'est de savoir dire non à ceux qui nous font du mal. Mes nouveaux amis ici, sur la Côte d'Azur, ne connaissent rien de mon passé douloureux. Ils voient en moi une femme indépendante, généreuse, et pleine de vie. C'est cette image que je préfère maintenant, celle d'une femme qui a su reprendre sa vie en main quand tout semblait perdu. L'argent m'a donné les moyens de ma liberté, mais c'est ma propre force de caractère qui m'a permis de l'utiliser intelligemment. Beaucoup de personnes dans ma situation auraient choisi la facilité, pardonner, oublier, et espérer que l'amour familial renaîtrait magiquement. Moi, j'ai choisi la justice et la dignité, même si le prix à payer était la solitude. Aujourd'hui, cette solitude ne me pèse plus. Elle est devenue ma liberté. Personne ne peut plus me manipuler, me mentir ou me trahir. Ma vie m'appartient enfin complètement, et c'est un sentiment d'une richesse inestimable que ne pourront jamais comprendre ceux qui vivent dans la dépendance émotionnelle et la fausse famille. Car la plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que la famille ne se définit pas par le sang, mais par l'amour sincère et le respect mutuel. Mes vrais enfants, ce sont maintenant ces jeunes bénévoles des associations que je soutiens, qui me témoignent une affection désintéressée. Ma vraie famille, ce sont ces amis rencontrés ici, qui partagent mes joies sans arrière-pensée mercantile. À 73 ans, je commence enfin à vivre pour de bon. Et si c'est cela, vieillir, alors je n'ai plus aucune crainte de l'avenir. Car j'ai appris que tant qu'on a sa dignité et sa liberté, il n'est jamais trop tard pour être heureuse. Même quand on s'appelle Claudette Moreau et qu'on a survécu à la pire des trahisons familiales.